En fait, c'est bizarre, c'est que j'ai toujours eu 2 facettes de personnalité qui enfin se rejoignent. C'est très bizarre, mais j'avais mon côté très scolaire, très je suis les limites parce que j'aime bien ça, je suis première de la classe, j'aime les maths et tout. Et j'avais le côté, je pense, très artistique, qui avait besoin de s'exprimer, de créer, mais du coup qui supportait pas les règles. Bonjour mademoiselle, merci pour votre candidature. Hélas, nous ne pouvons y donner suite. Nous ne doutons absolument pas de vos capacités. Votre profil ne correspond pas tout à fait à nos attentes. Ne Ne désespérez pas. Tout vient à point à celui qui sait attendre, ne pleurez pas. Vous allez forcément trouver quelque chose un jour. Ce fut un plaisir de vous Nous recevoir. vous souhaitons bonne continuation dans vos recherches. Ne perdez pas espoir. Trust in yourself. No pain, no gain. Bonne continuation. Bien à vous. Bonjour et bienvenue dans ce premier entretien de Bien à vous. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours de Chloé, une jeune femme qui a jonglé entre plusieurs domaines d'activité pour finalement trouver sa voie. Sa voie, V-O-I-X. Cet épisode aborde à certains moments des thématiques difficiles. Je vous laisse vous référer au texte en description afin de ne pas vous lancer dans une écoute qui pourrait heurter votre sensibilité. Prenez soin de vous et bonne écoute. Chloé, on s'est rencontrés par visio il y a 2 semaines de ça. Tu avais vu mon annonce sur un groupe Facebook de casting. C'est ça. Et tu avais été une des premières à m'envoyer un message en disant que ça t'intéressait. Je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. Et tu verras, après, j'ai plusieurs petites questions à te poser pour te découvrir un peu plus. Ça marche. Mais merci de m'avoir invitée, j'allais dire, mais c'est moi qui me suis invitée finalement dans cette émission-là. Je m'appelle Chloé Breitenstein, j'ai 28 ans et j'ai un nom de famille à connotation allemande que je prononçais pas comme ça avant. Ma famille le prononçait Breitenstein. Et voilà, je suis la seule dans la famille à le prononcer comme ça. Du coup, j'ai un projet artistique avec mon nom de famille plus raccourci qui s'appelle Chloé Breit. Et voilà, je crois que j'ai pas encore le droit à ce stade de parler de travail et tout, donc je sais pas ce que je peux rajouter. Il n'y a pas de règles ou non pas. plus, hein. T'as le droit. Pas de règles. Dans la vie, est-ce que tu es plutôt une personne introvertie, extravertie ou les deux ? Et pendant longtemps, je pensais que j'étais introvertie, un peu timide, j'osais pas trop des fois prendre ma place dans des groupes ou proposer des choses, tout ça. Et en fait, j'ai réalisé il y a quelques années que j'étais totalement extravertie parce que j'aime bien avoir mes moments de calme quand même chez moi pour me ressourcer, m'apaiser, mais quand je sors et qu'il y a plein d'amis qui sont là ou que c'est la fête, quoi, mais vraiment, je suis archi contente, limite euphorique, quoi. Donc je suis plutôt extravertie, ouais. Petite activité de j'aime pas à la Amélie Poulain. Je sais pas si tu as vu le film. Si, je l'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs, je l'avais C'est vrai. jamais vu avant. Moi, c'est un de mes films préférés. Donc j'aimerais qu'on se prête à ce jeu-là aussi et que tu me dises tout ce qui te passe par la tête. Alors, j'aime boire du thé, j'aime dessiner, j'aime voir les enfants courir dehors et s'amuser, j'aime quand il pleut sur les Vélux, j'aime la musique, j'aime les gens, j'aime tout ce qui est spontané, qui sort un peu de la routine et tout, des petits trucs qui popent de nulle part comme ça. Voilà, j'aime plein de choses. Est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes chez toi cette fois-ci ? Pas évident cette question, hein, parce que pendant longtemps, j'aimais pas grand-chose. J'aime bien mes yeux. Parce qu'apparemment, j'ai des jolis yeux, j'aime bien mes yeux. J'allais dire ma volonté, c'est très bizarre. Mais en ce moment, j'ai l'impression d'aller au bout des choses et je sais pas, j'aime bien ça. Ça fait du bien d'avoir un peu un esprit, pas de guerrière, tu vois, mais je sais pas, cette folie, un peu cette spontanéité. Je suis toujours en train de faire des blagues, ça fait rire. Des fois, ça fait pas rire, mais du coup, ça devient marrant quand même. Ce genre de moment un peu de blanc. Ouais, ou la blague de trop, tu sais, tu renchéris, t'es là. C'était la blague de trop. Du coup, tu sens que t'as beaucoup d'autodérision. Ah ouais. Des fois, tellement je kiffe, je me retiens, mais dans les transports, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter. Et là, je dansais et je suis tombée dans les escaliers du métro. Oh merde. Donc, je montais, donc je me suis retrouvée au sol. Et des gens, ils m'ont dit ça va et tout. Et j'ai même pas répondu, j'étais morte de rire par terre. Et après, je me suis relevée, j'ai continué. Du coup, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Qu'est-ce que j'aime pas ? L'odeur des pots d'échappement. Les gens qui parlent très fort. J'aime pas la coriandre. Les faux semblants, j'ai du mal. Je sais on fait tous un peu semblant. Il y a tout le temps des jeux, des choses comme ça. Mais vraiment, les faux semblants, j'aime pas ça. Et devoir rester quelque part où t'as pas envie d'être, mais où tu peux pas partir. Ça, j'aime pas non plus. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi ? C'est pas évident. T'es pas obligée de répondre. En fait, j'aime pas, mais en même temps, c'est intéressant. Mais le fait de douter tout le temps et de toujours remettre les choses en question, c'est chiant. Du coup, parfois, j'aime pas ça, parce que je me dis, mais merde, j'aimerais bien continuer sans arrêter de tout remettre en question tout le temps. Je pense que mon corps aussi, ça va mieux, mais j'ai vraiment du mal avec le corps.
Ça va, on va s'arrêter là. C'est Ouais. bon. Ok. C'est dingue parce que tout ce que tu dis, ça me... Enfin, on est pareil, j'ai l'impression. Ah ouais. Ouais. On va passer à la partie où on parle de ton enfance. Ah. Est-ce que tu peux me dire qui sont tes parents, leur personnalité, leur métier et aussi leur rapport au travail? Alors, mes parents, du coup, ils se sont rencontrés, en fait, ils sont originaires de l'Est de la France, des Vosges, donc ils se sont rencontrés au travail, justement. Ma mère, elle est assistante commerciale, et mon père, donc il avait une formation d'ingénieur en informatique, mais là, c'est plus compliqué, parce qu'il travaille pour le ministère des Finances. À chaque fois, il m'explique, mais j'ai du mal à expliquer ce qu'il fait. Ma mère, je dirais qu'elle est plus extravertie, spontanée, pareil, à faire rire tout le monde, mais un peu people pleaser aussi, les fameux, tu vas faire en sorte que tout le monde soit bien tout le temps. Et mon père, je le perçois vraiment comme quelqu'un de très réservé, qui va pas forcément dire ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. Et du coup, j'ai du mal à savoir qui il est, en fait. C'est un peu bizarre, mais voilà. Financièrement, mes parents, ils ont pas mal galéré, donc pour eux, le travail, c'était vraiment quelque chose de l'ordre de la survie, presque. Et le fait d'arriver aujourd'hui à bien gagner leur vie, c'est vraiment une fierté pour eux. J'ai quelques phrases qui me reviennent en tête que mes parents m'ont dites, mais au niveau du travail, que c'est normal si c'est pas toujours agréable. Une fois, j'ai dit à mon père que les études, c'était chiant, et il m'a dit, tu verras, après, c'est pire. Moi, j'étais là, waouh, Trop super. bien. Donc, je sais pas à quel point mes parents aiment ou pas leur travail. En tout cas, j'ai pas du tout l'impression que c'est un métier passion pour eux. Et c'est pas grave, hein, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir un métier passion. Mais j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas leur travail. Quels étaient ou quels étaient les métiers rêvés quand tu étais petite? Ah, j'en avais plusieurs. Bon, il y a bien sûr le métier de chanteuse, mais c'est toujours un métier que j'ai rêvé de faire et qui est toujours là. Archéologue aussi. Je voulais Ok. être archéologue, j'étais fan des dinosaures, je vois la petite trousse dinosaure là. J'étais fan, ça me fascinait et tout, je voulais vraiment être archéologue. Il y a une phase où je voulais être photographe aussi. Une fois en primaire, il y avait un photographe qui était venu pour une semaine et il nous avait pris en photo vue d'en haut et on avait tous des postures différentes, c'était génial, où il y avait des portraits en noir et blanc. Mais peut-être que c'était qu'une demi-journée, mais ça m'a tellement marqué que j'ai dit une semaine, je sais pas. Un mois. Ouais, 3 ans, il était là, la CP a duré 3 ans. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y avait des personnes que tu admirais petite, ado et aujourd'hui? Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup mon arrière-grand-mère. J'ai vraiment un super souvenir d'elle. Je me souviens, j'avais vraiment l'impression que c'était la seule adulte qui me considérait pas comme juste une enfant. Elle était archi spontanée. Je me souviens une fois, on jouait au Scrabble et elle avait VA comme lettre et elle me sort va te faire foutre. Et je crois que j'avais genre, je sais pas, 7 ans. Et ça m'a trop surprise qu'une adulte dise un gros mot à une enfant. Et en fait, c'est pas qu'elle me respectait pas, au contraire, c'est qu'elle me considérait comme quelqu'un, pas juste une enfant, quoi. Et après, alors il y a eu quoi au collège? J'ai eu ma période Tokyo Hotel. Je kiffais ce groupe. Mais j'étais beaucoup en admiration devant Johnny Depp. Moi, c'est un acteur, d'ailleurs, on en a reparlé il y a pas longtemps avec l'actualité. Mais j'aime beaucoup cet acteur. Donc, je regardais pas mal de ses films, notamment avec Tim Burton. Et Mika, vraiment, ce chanteur, il m'a beaucoup touchée et pas mal influencée. Et je sais pas, dans les deux, j'ai l'impression de retrouver un peu une âme d'enfant qui est toujours là. Une bizarrerie, mais qui est chouette. Et une liberté, en fait, d'être. Ça me donnait envie de chanter, de faire des trucs partout. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, maintenant, aujourd'hui, des personnes que j'admire. Oh, j'allais dire moi, waouh. Ça va la meuf? Ouais, c'est trop Non, bien. je crois, ouais. Tu peux? Waouh, la personne que je suis en train de devenir, en tout cas. Waouh, Ok. super. Ça me surprend de dire ça. Sinon, ouais, il y a des personnalités, encore une fois, que je trouve très inspirantes et engagées. Moi, j'aime beaucoup l'actrice Sarah Paulson. Et je sais pas, je la trouve super spontanée, très juste dans ses rôles, engagée. Et je kiffe aussi Cate Blanchett. On va parler maintenant de ton parcours scolaire qui va mener forcément du coup à la question du travail. Bah, je te laisse me parler de tes études comme tu le souhaites. Le but Oui. c'est de mettre en lumière des moments importants, Ouais. que ce soit positif ou négatif. Donc je te laisse. Ok, on va commencer par le commencement, genre, bon, peut-être pas la maternelle, mais ouais, primaire. Moi, j'étais Hermione Granger, tu vois. Vraiment, genre, la bonne élève. Peut-être que j'étais arrogante aussi, je sais pas, mais j'aimais bien finir avant tout le monde les exercices pour montrer que j'étais maligne, que la maîtresse, elle m'apprécie. Et j'aimais trop l'école. Quand je suis arrivée au collège, j'avais un groupe d'amis très proches. Et en fait, les mères se sont mis ensemble d'accord pour qu'elles soient dans la même classe. Elles ont fait toute une lettre et elles m'en ont pas parlé. Et je me suis retrouvée toute seule en fait au collège et elles étaient toutes ensemble. Donc ça a été un peu un choc. Je disais ah bon d'accord. Et puis après, je me suis un peu fait embêter dans ce collège-là. Un peu de harcèlement, c'était pas très chouette.
mais ça a duré 2 ans. Par ces filles-là ou... Non, pas par mes amis de l'époque, qui du coup étaient plus trop mes amis, mais non, par d'autres personnes. Au fur et à mesure, j'ai commencé à croire que j'avais un problème. Le soir, je pleurais quand j'étais chez moi, enfin vraiment, j'étais pas bien. Je me souviens qu'une fois, on m'a craché dessus. Je me souviens que j'avais des chewing-gums dans les cheveux, ça c'est pas normal en cours, quoi. Une fois, on m'a giflé. Il y avait un groupe de filles. J'ai jugé un peu comme les pétasses du lycée. Désolée, mais c'est un peu le cliché des blondes. Bon, sauf qu'elles n'étaient pas blondes. Du gloss, bien habillée, qui plaît aux garçons. Moi, j'étais tellement pas là-dedans. Je crois que ma mère, elle m'habillait encore parce que en primaire, c'est ma mère qui m'habillait. Donc, je m'habillais un peu n'importe comment. Enfin, je faisais pas vraiment attention. Peut-être que j'ouvrais beaucoup ma bouche. Je sais pas pourquoi, mais... Il n'y a pas forcément de raison. Hein. Ouais. Les victimes ne sont pas responsables de déjà trouver... Le pourquoi. Le pourquoi, ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs possibles, soit c'est de la jalousie, soit c'est juste du... Ils ont besoin de se défouler et ça tombe sur toi. La bêtise, le manque d'éducation, enfin... Ouais. Est-ce que t'as pu les confronter, ces personnes, ou pas du tout? Malheureusement, enfin, j'allais dire malheureusement, oui, parce qu'en fait, j'en ai parlé à ma mère, et donc on allait voir la CPE, et j'ai eu une confrontation entre Léa, la CPE et moi. Bon, je vais dire des trucs un peu choquants, mais je crois que j'ai eu des pensées suicidaires à ce moment-là, vraiment, donc c'était quand même grave, je me rendais pas compte, c'était grave quand même. Mais je sais plus ce qui s'est dit dans ce bureau, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les choses n'ont pas changé après, et elles ont même empiré, parce qu'après, on m'appelait la fille à maman. Toute l'année, j'étais la fifi à sa maman. Donc quand on m'embêtait, t'es là, bah tu vas le dire à ta mère, haha. Donc c'était encore pire, j'étais là, ok. Donc après pour moi, je me suis dit, bon bah j'ai essayé d'en parler, ça marche pas, donc j'en parle plus quoi. Après heureusement j'ai changé de collège, parce qu'il y avait un nouveau collège qui ouvrait à côté de chez moi. Et là ça s'est beaucoup mieux passé, il y avait plus ces personnes-là qui m'embêtaient. Et c'est là où aussi il y avait une prof d'anglais que j'aimais trop. Et c'est cette prof d'anglais qui m'a donné envie de faire de la comédie musicale. Parce que une fois, du coup, on est parti à Châtelet, au théâtre du Châtelet, voir une comédie musicale en anglais. Et c'est la première fois que je me souviens, en tout cas, que j'ai pleuré de joie. Je me suis dit, waouh! Est-ce que tu te souviens du nom de la comédie musicale? C'est pas Forty, c'est A Little Night Music de Okay. Stephen Sondheim, donc celui qui a aussi fait Sweeney Todd, justement. Tout a un rapport, tout est connecté. Oui, tout est lié. Et puis j'y suis retournée du coup plus tard avec une amie que j'ai rencontrée au collège. On y allait plusieurs fois après dans ce théâtre ensemble. C'était bien. Qu'est-ce qui te plaisait dans les comédies musicales et qu'est-ce qui te plaît toujours? Pour moi, c'est une bombe d'émotions. Genre vraiment, il y a tout qui est là. Il y en a qui peuvent trouver que c'est too much, mais moi j'adore en fait. C'est que ça s'exprime en chantant. Déjà, je trouve que la musique, pour moi, c'est un langage très fort et assez universel. Plus fort que la parole en soi. Je trouve que juste des fois, une note perce à un endroit que tu as. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce truc-là de dire waouh, il y a de la couleur qui existe. Enfin, c'est un peu cliché ce que je vais dire là, mais d'avoir autant d'expressions, d'émotions à la fois, j'étais là, waouh. Moi, j'aime bien dire qu'on a tous une petite flamme en nous, tu vois. D'ailleurs, quand les gens ils parlent de leur passion, souvent tu la vois cette flamme et j'adore. Et du coup, c'est comme si là, je voyais des gens qui laissaient leur flamme brûler en eux, quoi. Et j'étais là, waouh, c'est possible. J'étais là, vas-y, ouais, je veux trop faire ça. Trop bien. C'est trop bien. Au lycée, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Déjà, les cours sont devenus plus difficiles. J'ai commencé à travailler un peu. J'étais amie avec une fille au collège et ça m'a poursuivie au lycée. Elle était devenue mythomane en fait. Mais vraiment. Ok. Elle mentait sur des choses qu'elle aimait. En fait, elle disait qu'elle aimait des choses que j'aimais moi pour se faire valoir auprès des autres. Je sais qu'en plus on fumait un peu en cachette. Elle donnait des clopes aux gens populaires du lycée, à Skip. Et moi, elle me faisait payer les clopes. Donc il y avait plein de trucs comme ça, où en fait son comportement, je le trouvais pas cool, mais c'était ma pote. Donc je crois qu'à un moment, je lui ai envoyé un pavé pour lui dire, je crois que c'était l'été, j'ai demandé à ma cousine qu'elle m'aide à le relire, voir si c'était pas trop méchant, pour lui dire là, on peut plus se parler, quoi. Est-ce que t'étais stressée pour passer ton bac? Bah quand même un peu, parce qu'il y a un enjeu, quoi, derrière. J'avais fait tout un planning de révision, où je voulais vraiment être carrée, et sauf que moi, à côté, j'étais fan de tennis, donc j'avais fait peut-être 9 ans de tennis, et c'était la semaine de Roland-Garros. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je regardais mon emploi du temps, mon planning de révision, et en même temps, je regardais Roland-Garros, et j'ai pas beaucoup ouvert mes trucs, enfin mes bouquins, parce que j'avais pas envie. Pour moi, la tâche était tellement colossale. Par exemple, en histoire géo, mais toutes les dates à retenir et tout, et ça m'angoissait, et je repoussais tout le temps, en fait. Je repoussais. Physique-chimie, SVT, tout ça, ça allait. Parce qu'en plus, j'avais beaucoup suivi au cours de l'année, et puis je sais pas, ça me restait, alors que vraiment, les dates en histoire géo, ça restait pas, quoi. Alors après, le lycée, il y avait APB, l'admission post-bac, où il fallait faire des choix. Là, c'était compliqué, parce que moi, je pense que secrètement, j'ai toujours rêvé de faire une école de théâtre, de comédie musicale et tout ça, mais j'ai jamais osé en parler à ma mère.
Et je me souviens d'une conversation, justement en CM2, avec ma prof et avec ma mère, pour parler de mon orientation, parce qu'elle m'a dit oui, on peut lui faire sauter une classe, mais ça serait mieux qu'elle reste avec ses amis, machin. Elle me dit bah voilà, avec son profil, elle peut faire ce qu'elle veut, parce que j'avais des bons résultats. Mais comme je l'ai compris, c'était pas de toute façon, elle va faire S, elle est bonne là-dedans, quoi. Alors que la prof disait bah moi... je sais plus si elle parlait de sa nièce ou... Voilà, elle était super bonne en sciences, mais elle a fait une école de théâtre et tout. Et j'étais là en mode « Ah, waouh !» Et ce « Oh, waouh !» de peut-être, dans ma tête, ça a toujours tout de suite été fermé par « De toute façon, Chloé, elle est bonne en sciences, ça va continuer là-dedans. » Donc je me suis jamais autorisée à rêver ça, en fait, à penser ça. Du coup, après, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Je suis allée voir sur le Lonicep, tu sais, tu fais des tests de personnalité pour voir quel est ton métier. Je me suis trituré l'esprit et là, j'ai eu un eureka. J'ai lu la définition du métier d'ingénieur. Et j'ai vu que dedans, il y avait marqué créatif. Donc je me suis dit, putain, c'est génial. C'est à la fois un truc scientifique. En même temps, il y a une part de création. Donc cool, je vais pouvoir explorer ce côté-là que j'aime aussi. Et puis, c'est bien payé et c'est bien valorisé en plus. Par contre, je voulais pas faire de prépa générale. Je me suis dit que psychologiquement et tout, ça serait trop dur. Donc j'ai fait une prépa intégrée. Et j'ai choisi de faire robotique. Parce que moi je voulais faire des robots qui allaient dans l'espace avant. Socialement j'ai trop kiffé parce que c'était fini le lycée de si tu manges tout seul t'es un bolos, si tu vas manger tout seul tu vas manger tout seul quoi. Y a pas de groupe tout le temps qui traîne ensemble, ça n'existe pas, c'était trop bien. J'ai eu mon diplôme, mais en parallèle de l'école d'ingé j'ai commencé à développer mon projet musical parce que j'avais un stage en fait en 2e année d'école d'ingé que j'ai fait dans un laboratoire à Birmingham en Angleterre. Et le soir donc je faisais beaucoup d'open mic, de scènes ouvertes. Et c'est là où j'ai vraiment pris goût à la scène, quoi. En Angleterre, ouais. Okay. Où j'ai commencé à écrire des morceaux et en rentrant, c'est là où j'ai sorti mon premier EP, justement. Baby, why are you doing that? I don't understand. Oh baby. On va parler de ton job, ton premier CDI. Mon premier vrai job, on va dire, ouais. Et les problèmes qu'il y a eu dans ce job. Oui. Il faut savoir que c'est une entreprise que j'admirais beaucoup et c'était vraiment cette entreprise ou aucune autre. J'avais la chance de faire mon stage de fin d'études là-bas d'ailleurs. Et quand j'ai vu un poste, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai été embauchée, j'étais trop contente. Donc j'ai bien aimé ce travail, mais malheureusement ça s'est soldé par un burn-out. J'ai pas vraiment réalisé sur le coup, mais mon boss faisait un peu du harcèlement moral sur moi, mais pas que sur moi. Enfin, il a eu des plaintes aussi pour harcèlement sexuel d'autres personnes, quoi. Donc c'était pas forcément un environnement très sain, mais voilà, c'est petit à petit que c'est arrivé. Et tu parlais du syndrome de l'imposteur, et je pense que ça a joué aussi beaucoup de me dire je suis pas à ma place, je dois faire mes preuves. Donc si lui me dit que je suis pas assez forte et qu'il me met la pression, c'est qu'il a raison. Donc ça partait de là en fait, le fait de laisser ces rapports de force s'instaurer. Alors qu'en fait, non, j'aurais dû lui dire tu m'as embauché en tant que junior, je suis là pour apprendre, apprends-moi. Mais me dis pas que je suis pas au niveau en fait, ça sert à rien. Moi je voulais pas montrer que je doutais de moi, je voulais pas montrer que j'avais la trouille quoi, enfin tu vois, tu veux montrer que t'es là, que t'es capable. Peu importe le défi, je suis là. En fait, j'ai commencé, peut-être avant le burn-out, à noter un peu tous les trucs qui n'allaient pas pour voir de manière factuelle, parce que c'est très difficile quand c'est un petit commentaire qui est pas franchement sexiste. Tu vois, un truc sur le ton de la rigolade, c'est dur de se dire, là, en fait, j'étais pas d'accord avec ça et c'est pas sympa, en fait. Donc, de commencer à faire la liste de toutes les choses qui me pesaient, en plus du travail, parce que j'avais aussi une charge mentale au niveau du travail. Et puis oui, après, le jour où j'ai fait mon burn-out, j'étais dans mon lit, je faisais que pleurer, j'arrivais pas à sortir du lit. Et j'ai pris rendez-vous avec mon médecin généraliste pour lui en parler, pour qu'il puisse me mettre en arrêt déjà. Et puis je suis allée voir aussi le RH avec qui j'étais déjà en contact, parce que je lui avais déjà dit en fait que je me sentais pas bien. J'avais déjà levé des signaux d'alerte et j'ai déballé ma petite liste. C'était peut-être, je pense que c'était pour me justifier un peu aussi, parce que je culpabilisais de me sentir comme ça. J'avais l'impression d'être trop faible psychologiquement, que c'était pas des raisons assez fortes. Donc le fait d'écrire un peu tout ça, de prendre du recul, je me dis ah ouais, en fait c'est ok, t'as raison d'être comme ça, t'as le droit d'être comme ça, parce que derrière il t'est arrivé quand même tout ça, tu vois. Je me souviens qu'on n'a pas pu se parler pendant longtemps, je crois qu'il a été suspendu. Je sais plus si c'est en jour ou en semaine. Peu de temps du coup, quand même. Peu de temps. Je crois qu'il avait déjà d'autres choses sur son dossier. Je crois que c'était 6 mois plus tard où là il a été viré, mais du jour au lendemain. Donc j'étais pas là, moi j'étais en formation, je formais des gens à l'étranger. J'ai appris par un message sur Teams que mon boss s'était fait virer, qu'il avait même pas dit au revoir aux gens et qu'il avait dû prendre ses affaires. Donc il s'est fait virer comme ça, comme un malpropre. J'ai trouvé ça choquant.
quand bien même il s'est passé des trucs, de virer quelqu'un comme ça. Moi, je trouve Et, ça normal. Mais Ok. ce n'est que mon avis. Bon, c'est ce que, Parce que lui, je pense c'est ce que- que lui disait, du coup j'étais en empathie avec lui, peut-être je pense à ce Oui, moment-là. et Enfin, puis bref. c'est normal, il y a eu quand même, j'imagine, des bons moments, Ouais, avec parce que lui, tout n'est pas négatif, il m'a quand même c'est appris ça. beaucoup de choses, il a essayé d'être à l'écoute avec moi, et je pense pas c'est pas quelqu'un de foncièrement méchant, mais son attitude était pas la bonne. Donc il a été viré quand même Ouais, il a été viré, brutalement. parce qu'il a dû avoir d'autres plaintes par-dessus, je crois, la mienne, auprès de Mhm. la DRH, et il n'a pas été remplacé. Donc ce qui fait que j'avais plus de manager, j'avais que mon N+2 qui était là, et sa technique de management n'était pas ouf. Les matins on avait des réunions, donc des daily meetings, où on se réunissait tous ensemble à 9h30 pile. Si j'arrivais à 35, on me faisait une remarque. Déjà, ça me saoulait dès le début. Et ensuite, chacun à notre tour, on devait dire ce qu'on allait faire aujourd'hui. Et quand c'était le tour du N+2, des fois, il disait « j'ai rien à vous dire ». Donc déjà, tu exiges quelque chose de nous et tu fais pas ce que tu demandes aux autres de faire. Et c'était très « je prends toutes les infos d'en bas, je les remonte, je les utilise à mon escient, mais je redescends rien ». Il redescendait aucune information. Et il y avait des projets que je devais faire. Pour moi, c'était absurde de faire ça. J'utilise souvent ce parallèle, mais tu dois traverser une rivière, au lieu de construire un pont, tu vas creuser en dessous. En fait. Enfin voilà, pour moi, c'était vraiment un truc comme ça qu'il fallait que je fasse. Bref, j'étais pas bien. Combien de temps t'as été arrêtée et qu'est-ce qui s'est passé pour toi par la suite? Très bonne question. J'ai dû être arrêtée 1 semaine, je pense. Ça devait être 3-4 jours, mais j'ai prolongé parce que vraiment, je pouvais pas. Quand j'ai eu la rupture conventionnelle, j'étais contente parce qu'en vrai, je rêvais que d'une chose, c'est de pouvoir me reposer, pas avoir peur de manquer d'argent parce qu'il fallait payer le loyer, tout ça, et avoir du temps pour moi à faire de la musique et tout tranquille. Donc j'ai eu ça, pour moi, c'était un peu le saint graal de ok, j'arrête et je suis pas dans la merde et j'ai le temps pour moi. Par contre, ce qui a été dur, c'est que même comment je suis partie, j'ai pas pu le gérer. C'est-à-dire que moi, je voulais parler à mes collègues, en fait, leur dire, pas forcément j'ai fait un burn-out, voilà ce qui se passe dans l'entreprise, les gars, mais juste leur dire que j'avais une rupture conventionnelle et que j'allais partir dans tant de jours. Et ça, mon N+2 n'a pas voulu que je le fasse, il a voulu gérer ça et le dire à un certain moment quand tout le monde allait être là. Ce que j'ai respecté, j'ai dit d'accord. Sauf que je lui disais, mais tu le dis quand? Et il me le disait pas. Donc moi, j'en avais marre de faire semblant, en fait, donc au bout d'un moment, je l'ai dit aux gens, quoi. Et il voulait pas que ça se sache parce que il y a d'autres gens qui voulaient des ruptures conventionnelles, et donc il fallait pas le dire, que t'en avais eu une. Enfin bref. Donc même là, c'était pas la Gestapo, j'exagère, mais bon. Donc ambiance tendue, mais j'étais quand même contente après parce que je savais que je partais en fait. Et donc après chômage, au début c'était génial parce que j'avais enfin du temps pour moi. Je suis partie faire un festival en Bretagne, j'ai gagné un tremplin, j'ai joué à l'Olympia. Il y a eu des trucs de ouf qui sont arrivés avec la musique, tout ça. J'ai commencé une thérapie aussi au début qui me faisait du bien. J'avais l'impression de découvrir qu'il y avait un nouveau chemin qui était possible. Et puis après, je suis partie en Thaïlande toute seule, en sac à dos, c'était vraiment le défi trop chouette. Et après, je suis rentrée 3 jours avant le confinement, c'était la date prévue. Donc j'ai eu trop de chance. Et là, bim, confinement. Alors moi, le premier confinement, je l'ai très bien vécu, parce que j'étais confinée avec une amie sur qui j'avais un crush, donc c'était parfait pour moi, ça a permis de concrétiser la relation. J'étais trop contente, elle m'a dit « Allez, viens, on se confine ensemble !» Et puis je me suis dit « Mais pourquoi retravailler ?» Pour moi, le travail, c'était synonyme de prison, et il fallait absolument que je trouve comment survivre et comment vivre dans la musique, en fait, pour me sortir du travail. Dans ma tête, la musique, c'était pas un travail, tu vois. Déjà, c'était séparé en deux. Et du coup, pendant ces confinements, est-ce que tu cherchais du travail ou est-ce que tu te disais la période elle est ce qu'elle est, je me laisse l'opportunité de faire ce que je veux? Ouais, non, c'était plutôt ça, mais aussi j'étais dans une thérapie où, ça avait tellement ébranlé tout mon système de fonctionnement, de croyances, de pensée, de tout, que inconsciemment, je pense que j'avais mis ma vie en pause, parce que je me suis dit, attends, je me suis menti à moi-même, j'ai fait une école d'ingénieur pour être la fille parfaite et plaire à mes parents, donc là, si je prends une autre décision, ça se trouve, dans 3 ans, je me rends compte que je me suis menti à moi-même. Et donc je pense que j'étais dans cette peur-là de prendre une décision maintenant, sachant que j'étais en train de me découvrir en fait. Ma vie pro, c'était plus ok, en fait, je développe ma musique, je vais voir des amis, je découvre des choses sur moi, les relations avec mes parents, machin. Ce qu'on devrait faire en fait de base avant d'entrer dans le monde. Je pense travail. qu'après le lycée, on devrait tous partir 1 an à l'étranger et faire plein de petits jobs en fait. Ça prend tellement. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle est partie à Édimbourg cet été. Elle m'a dit, c'est fou ce que récurer des chiottes à l'étranger, ça peut t'apprendre sur toi-même. J'ai trouvé ça incroyable comme phrase. Mais oui. Après, il y a eu la Comédie
comédie musicale. Donc là, je me suis dit, bon, allez, ça faisait super longtemps que je voulais faire en fait une école de comédie musicale, mais j'avais jamais osé le demander à mes parents. Et donc, je me suis inscrite à l'ICOM. J'ai fait les cours du dimanche parce que ça coûtait trop cher en temps plein, je pouvais pas me le permettre. Et je me souviens de mon premier jour, ça m'a tellement marqué. J'arrive en cours de danse, tout le monde était changé, donc je commençais à me changer. Et j'étais du coup en culotte, j'enlevais mon pantalon, et tout le monde m'a sauté dessus en mode « Ah, comment tu t'appelles? Tu viens d'où ?» Ou tout le monde était en mode « Oh, une nouvelle personne, c'est génial !» Quel accueil! Je m'attendais pas à ça. Et je me souviens, en cours de chant, la prof, elle était très drôle, elle disait des conneries et tout, et moi j'avais envie de renchérir, mais d'habitude je me tais en fait. J'ai appris à me taire. Et là, les gens de ma classe, ils faisaient les blagues auxquelles je pensais. Et je te jure, j'avais envie de pleurer, j'étais là en mode « J'ai trouvé mes semblables, putain. Vous étiez où ?» Vraiment, j'ai eu cette sensation-là, quoi, de dire « Ah putain, il y a des gens comme moi qui existent, quoi. Genre, je ne suis pas anormale. » Donc j'ai fait cette école-là, c'était super. On a fait le spectacle de fin d'année à l'Olympia, donc j'ai pu remonter sur les marches de l'Olympia. J'ai pas continué parce que ça coûtait trop cher, et j'arrivais au bout du chômage aussi. Et là, ça a été dur. J'ai commencé par travailler dans un bar, que j'ai beaucoup aimé faire d'ailleurs. J'aimais bien, j'avais l'impression de jouer un rôle, mais pas dans le sens de ne pas être moi, mais d'être dans le rôle de ok, donc je me tiens droite, j'ai mon plateau, j'accueille les gens, je leur demande ce qu'ils veulent, je fais des petites blagues avec eux, je m'occupe d'eux, et ça me plaisait quoi, j'aimais bien ça. Et après je me suis dit bon, je voulais pas rester longtemps dans la restauration parce que j'avais un rythme décalé, tu vois, je me couchais à 3-4 heures du matin, je me levais à midi, je voyais plus mes potes, je me dis non, c'est pas compatible avec moi, j'ai envie d'avoir une vie sociale quoi. Donc après, j'ai fait une reconversion en alternance pour être UX designer, donc le métier que j'avais découvert quand j'étais ingénieure en robotique avant. Qu'est-ce que c'est UX designer? Alors UX, ça veut dire user experience, donc c'est la personne qui est garant de l'expérience utilisateur. Ça peut être sur un objet comme un site internet, peu importe. Le but en vrai, c'est de concevoir, peu importe ce que tu conçois, mais de manière centrée utilisateur, donc de l'inclure dans ta démarche de conception. Donc enfin, c'était vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait toujours cet aspect un peu quand même scientifique, proche des développeurs aussi, mais en même temps c'était beaucoup plus humain. On a fait un peu de psychologie quoi, on a étudié les biais cognitifs, tout ça, c'était trop intéressant. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, et là j'ai eu un cadre de travail mais archi cool. Il y a un moment où j'étais mal dans mon travail, mais c'était l'inverse du burn-out, là c'était plus le bore-out, j'avais rien à faire, vraiment je me sentais pas bien. Bah j'en ai parlé, et ça allait mieux après, parce qu'on m'a entendu, on m'a dit d'accord, bah ok, on va faire un point toutes les semaines sur ta charge de travail, voir si t'en as trop, pas assez. Trop bien. C'est trop bien. Donc ça existe. Même dans les grands groupes que j'avais tendance à diaboliser, bah là, j'ai une superbe expérience, quoi. Humainement en tout cas, j'ai trop aimé. Et là, j'ai envie d'être intermittente cette fois-ci, donc pour moi, mon travail, j'ai envie que ce soit la musique, mais aussi le théâtre, l'art en fait. Je pense que c'est ce que je veux depuis le début. Comment est-ce que tu te présentes au monde aujourd'hui ? Bah, si jamais je cherche un travail en tant que UX designer, je veux dire, je suis UX designer. Si je cherche... parce que je fais plein de trucs en gros, donc j'ai été ingénieure, j'ai été UX designer et product owner, mais je suis aussi freelance en composition et sound design, chanteuse, comédienne, compositrice, voilà, c'est déjà modèle aussi. Ah ouais, modèle, Skip. Bah, c'est important. Skip, j'ai un contrat de modèle, parce que j'ai fait une publicité, et en fait, quand tu fais de la pub, apparemment, t'as un contrat de modèle, donc j'ai un contrat de mannequinat à Skip. Voilà. Mais non, en ce moment, je me définis plus comme chanteuse et comédienne. Mais c'est un peu ma vie, en fait. C'est vraiment ce côté tiraillé entre deux parties de moi, qui jonglent, hein, parce que j'ai jonglé entre le travail d'ingé, puis en même temps, je fais de la musique à côté, et puis je retrouve un taf, mais la musique, elle continue, et puis je découvre le théâtre, et là, j'ai l'impression que tout se rassemble, quoi. Enfin. Après, c'est quand même très difficile de trouver un métier artistique. Oui. Donc c'est pas anormal. Oui, de me lancer. Imagine, aussi. ça aurait été beaucoup plus facile d'accès le métier de chanteuse. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te serais pas posé la question. Oui, et en même temps, c'est ce qui est excitant aussi, c'est que tu sais jamais ce que tu vas faire. Là, bon, je suis pas encore intermittente, mais c'est l'objectif. Mais par exemple, j'ai fait une audition il y a 1 mois et demi pour une chorale gospel dans laquelle j'ai été prise, et ils nous ont intégrés direct à leur tournée. Donc le week-end dernier, j'étais avec eux sur scène pour la tournée, c'était trop bien. Pour moi, c'est une de mes premières expériences pro dans le milieu, même si j'ai eu des concerts avec mon projet où j'étais rémunérée et tout ça. Vraiment, cette année, c'est vraiment la première année où j'estime avoir mes premiers revenus liés à l'art, quoi. Je suis fière d'avoir décroché ce casting, de m'être entraînée pour ça. Je conscientise en même temps que je le dis, c'est que depuis que dans ma tête, la musique, ça peut être un travail pour lequel je demande de l'argent, c'est pas juste c'est un métier passion, tu kiffes donc t'as pas d'argent, non. Bah du coup, je travaille aussi pour, c'est-à-dire que je travaille ma voix, je la travaillais pas avant. Et voilà, j'ai vraiment envie de travailler et pas juste de me dire c'est bon, les mains dans les poches, je sais ce que je fais. Bah non, en fait, c'est pas juste du talent, quoi. Tu écris tes propres textes, oui. du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans tes textes, en général ? Est-ce qu'il y a une thématique
qui revient. Il y a souvent une thématique qui revient. Souvent, c'est les histoires d'amour, les histoires de cœur. Et souvent, ça part d'un sentiment triste ou négatif pour le transformer en force ou en quelque chose. Souvent, moi, j'écris des chansons parce que ça me fait du bien déjà à moi. Je trouve ça hyper logique en fonction de qui tu étais avant. Ouais. T'arrives à Ouais, ce on que retrouve. tu souhaitais au final, au plus Ouais, profond de toi-même, ouais, la petite ouais. flamme intérieure, quoi. Ouais, mais je C'est m'en trop rendais beau. pas compte. J'avais pas les mots, en fait. Je pense que... J'ai souvent eu ce complexe-là aussi. J'avais l'impression de pas être capable d'exprimer ce que je veux et ce que je ressens. Et maintenant, j'ai l'impression d'y arriver plus, en tout cas. Merci d'avoir écouté ce premier entretien de Bien à vous. Je vous invite à découvrir le travail de Chloé en vous rendant sur son Instagram, Chloé Breit. Un lien affilié dans sa bio vous emmènera vers ses projets. Si vous avez aimé ce premier épisode, vous pouvez également me suivre sur Instagram en tapant bienavou.podcast. Et si comme Chloé, vous souhaitez passer un entretien avec moi, pas besoin de CV ou de lettre de motivation, envoyez-moi simplement un message privé sur Instagram ou un mail à l'adresse suivante amandine.clementpro@gmail.com. Nous pourrons échanger librement et convenir d'un rendez-vous. Je vous laisse avec Tant pis, le dernier titre de Chloé. Bonne découverte et à très vite.